Let's go. Alors on y va, troisième temps de ce chapitre, troisième partie, sur l'étude de l'amplitude complexe. Donc rappelez-vous ce qu'on a fait ensemble lundi. On a établi une amplitude complexe, d'accord, pour la réponse en tension dans le condensateur. Rappelez-vous, ça veut U bar. U bar égale E sur 1 moins x carré plus jx sur q. On en a étudié le module. C'est-à-dire qu'on a étudié le module de cette amplitude complexe, rappelez-vous, et ça nous a mené à mettre en évidence ce phénomène de résonance en tension. Oui, l'amplitude réelle s'obtient par ici le module de l'amplitude complexe, et cette amplitude réelle passe par un maximum, uniquement si Q est supérieur à 1 sur racine de 2. Donc il y a toute une étude assez longue, assez complexe, c'est le cas de le dire, qui fera une belle question de cours la semaine prochaine, où vous aurez étudié le module, uniquement le module de l'amplitude complexe. La deuxième phase, deuxième partie, deuxième information, on n'oublie pas de prendre l'argument. Ouais, dès qu'on a l'amplitude complexe, on va prendre le module et ensuite l'argument. L'argument de l'amplitude complexe, ça va nous donner une information sur le déphasage entre la tension de sortie et la tension d'entrée. Donc on y va, on va juste faire ça ensemble ce matin pour la partie cours. Donc petit 3, ici, étude de l'argument. Donc pareil, ceux qui sont en distance, si vous ne voyez pas, vous me le dites. Étude de l'argument de l'amplitude complexe. Étude de l'argument de l'amplitude complexe. Donc ça, on peut vous demander, en complément du module, on peut vous demander de prendre l'argument de cette amplitude complexe, ou ça peut être une question de cours tout à fait si dissociée. Alors, quand on prend l'argument de cette amplitude complexe, ça va donner le déphasage phi de x. On y va. Donc, on va noter le déphasage ici, phi. Alors, je vais noter avec un phi minuscule. Alors, c'est le déphasage de la sortie par rapport à l'entrée. Donc, c'est le déphasage de la réponse en tension. Donc, le déphasage phi de la réponse en tension aux bornes du condensateur. Donc, je vous rappelle, on prend la tension de sortie aux bornes du condensateur. Voilà. Donc, phi représente, en effet, le déphasage de la réponse en tension du condensateur par rapport à la grandeur de référence, par rapport à la tension d'entrée, par rapport au forçage sinusoïdal. Donc, par rapport au forçage sinusoïdal, Alors, je vous rappelle, dans ce chapitre, à la différence du précédent, on a une entrée qui vaut E cos oméga t. Donc, on est bien en forçage sinusoïdal où oméga représente la pulsation de forçage, pulsation du GB. Donc, déphasage phi de la réponse en tension bande du condensateur par rapport au forçage sinusoïdal. Ce déphasage, il est donné par l'argument de l'amplitude complexe. Ce déphasage est donné par l'argument, voilà, l'argument de l'amplitude complexe U bar. Donc, l'argument de l'amplitude complexe, que l'on a déterminé ensemble lundi, d'accord? Et je vous rappelle ici cet argument, d'accord, phi, d'accord, tel que phi égale argument de U bar. Donc je note ici à la suite, en jaune, phi égale argument de U bar. Attention, ceux qui sont distants, je souligne U bar. U bar, je vous rappelle, est l'amplitude complexe, d'accord, que l'on a déterminé ensemble, sous la forme UM exponentielle J. D'accord? Voilà. Alors ici, rappelez-vous, on a déterminé U bar. C'est-à-dire qu'ici, avec la question précédente, U bar était donné par E sur 1 moins x carré plus j x sur q. Alors c'est même un U bar de x, vous voyez, U bar de x, d'accord, une amplitude complexe, en E sur 1 moins x carré plus jx sur q. On a bien séparé au dénominateur les parties réelles de la partie imaginaire, et x, je vous rappelle, c'est la pulsation réduite, c'est égal à oméga sur oméga 0, d'accord? Donc ici, je vous rappelle en dessous, x égale oméga sur oméga 0, est ce qu'on appelle la pulsation réduite, d'accord? Pulsation réduite, qui n'a pas de dimension, c'est un rapport de deux pulsations, oméga sur oméga 0. Alors on y va, on va prendre l'argument ici de cette grandeur, d'accord? Donc je note ici, je pense que vous verrez ici, en bas à gauche, donc d'où phi, voilà, phi
égale l'argument de E sur 1 moins x carré plus jx sur q. D'accord? Voilà. Donc l'argument de cette amplitude complexe, au numérateur on a ici une constante ici positive, hein, E, et au dénominateur on a bien un complexe sous forme algébrique en A plus JB. Donc là on trouve l'argument d'un rapport. Donc l'argument d'un rapport, ça vous le savez, Solène, ici présente, l'argument d'un rapport... C'est l'argument de E moins... Ou très bien, ouais. L'argument d'un rapport, c'est la différence des arguments. Donc Solène nous propose ici, donc l'argument de E, donc argument du numérateur, moins l'argument du dénominateur. Dénominateur sous la forme A moins x carré plus jx sur q. Donc 1 moins x carré plus jx sur q. D'accord? La suite, je réécris là-haut. D'accord? Donc soit phi de x. Est-ce que j'ai mis un x? Non, je ne dois plus mettre phi de x, donc j'ai défini phi. Mais en fait, on voit clairement, comme u bar ne dépend que de x, phi également dépendra de x. D'accord? Donc soit phi de x égale. Bon, pour moi, c'est plus pratique. C'est sur la table en 2, je fais un peu plus grand et j'efface moins. Bon. Alors ici, Clément ici présent, on a l'argument de E moins l'argument de 1 moins x carré plus gx sur q. L'argument de E est en réel positif. Que vaut l'argument de E? 0, ouais. Clément nous dit que l'argument de E vaut 0. Pourquoi? E étant en réel positif. D'accord? L'argument de E vaut 0. D'accord? Bien. Donc il nous reste phi de x égale moins l'argument de 1 moins x carré plus jx sur q. Ok. Alors vous voyez, j'ai un signe moins devant cet argument et je vais utiliser une propriété du complexe conjugué. Ben, je vais prendre l'argument du complexe conjugué. D'accord? Ça, je vais dire que finalement, ici, le moins l'argument de ça, c'est l'argument du complexe conjugué associé à 1 moins x carré plus gx sur q. Qu'est-ce que ça signifie? Donc là, j'ai ce moins là. Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre l'argument. Moins l'argument de ça, c'est l'argument de ce complexe-là conjugué. Donc ça va donner l'argument, regardez, donc là il n'y a plus de signe moins devant, j'espère que vous le voyez, ceux qui sont en distance, mais plus de signe moins devant. Par contre, ce que je fais, je vais prendre l'argument, ici, du complexe conjugué. Donc là, je fais attention, je vais mettre un moins. Moins, voilà, jx sur q. D'accord? Je rappelle ici le fait que l'argument de z bar étoilé égale moins l'argument de z bar. D'accord? Donc je mets ici, j'encadre ici en haut à droite la justification. L'argument d'un complexe, vous voyez ici, hein, le conjugué, l'argument du conjugué, c'est l'opposé de l'argument du complexe z bar. Il y a un signe moins. Donc en fait, je prends le moins ici. D'accord? Voilà. Bon. Donc il va nous rester l'argument de 1 moins x carré moins jx sur q. Attention ici, il y a un gros piège. Il y a un gros piège. Je vous dis, ah, j'ai un complexe sous forme algébrique, la forme A plus JB. Donc je disais arctangente de B sur A. Non, non. Pas tout de suite. Ne prenez pas arctangente de B sur A ou arctangente de B sur A. Si A, la partie réelle est positive. Là, est-ce que vous savez de manière sûre et certaine que la partie réelle est positive? Non, on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'ici, attention au signe de la partie réelle. Vous ne pouvez pas prendre ici. Donc attention au signe de la partie réelle. Attention au signe de la partie réelle, ici, en 1 moins x carré. Voilà, donc ça, il faut faire très attention au signe de cette partie réelle, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre directement l'arctangente de B sur A. Vous n'êtes pas sûr du fait que 1 moins x carré soit strictement positif. Hein. Vous ne savez pas comment se place x par rapport à 1. D'accord? Donc là, ça implique ne pas prendre, c'est pour vous, hein, d'accord? Pour vos révisions, ne pas prendre arctangente. Et je dis bien ne pas, je souligne 2 fois. Ne pas prendre arctangente de B sur A. Alors B, rappelez-vous, hein, c'est partie imaginaire sur partie réelle. B, partie imaginaire, c'est moins x sur q. Partie imaginaire, moins x sur q. Partie réelle, 1 moins x carré. Donc ça, pareil. Je mets une croix en plus pour bien dire, il ne faut pas faire ça. Ne pas faire ça, vous ne connaissez pas ici, hein, d'accord? Le signe ici de la partie réelle, d'accord? 1 moins x carré, c'est pas sûr et certain que ce soit positif, hein, du tout. De ce fait, on va ici faire une autre manipulation. Donc on pourrait étudier hein, ici ces fonctions.
la fonction 1 moins x carré, ça peut se faire, mais il y a plus simple, plus rapide. Ce que je vais faire, je vais permuter rôle de la partie réelle et partie imaginaire. Je vais permuter les rôles et m'assurer que la partie réelle soit bien strictement positive. Si la partie réelle est strictement positive, là je pourrais prendre l'arctangente de B sur A. Regardez, on va permuter rôle partie imaginaire, c'est-à-dire que la partie imaginaire va devenir partie réelle. Mais il faut qu'elle soit positive. Même chose, la partie réelle va basculer en partie imaginaire. Mais si je fais ça, je dois m'arranger pour que la partie imaginaire, qui devient réelle, cette partie réelle soit strictement positive. Donc comment le faire? C'est relativement simple, je ne sais pas si vous le voyez. Si je fais argument, je vais prendre ici le complexe et je vais mettre moins j en facteur. Est-ce que tout le monde voit que dans le complexe sous forme algébrique 1 moins x carré moins jx sur q, si je mets moins j en facteur de tout le reste, si je mets moins j en facteur de tout le reste, x sur q devient une partie réelle. X sur q devient une partie réelle et x et q sont toutes les deux des constantes positives. Regardez, on y va. Donc j'écris en dessous, phi de x, regardez. Ça sera l'argument. Alors je vais mettre un crochet et je vais mettre moins j. Attention, je vais mettre moins j en facteur. J'espère que vous le voyez, ceux qui sont en distance, pareil, vous m'arrêtez. D'accord? S'il y a une question. Donc je vais mettre moins j en facteur. D'accord? Donc moins j. Facteur de quoi? X sur q. Si je fais ça, la partie imaginaire, moins x sur q devient partie réelle, positive, égale à x sur q. Regardez, x sur q devient une partie réelle, positive. Par contre, cette partie réelle doit devenir partie imaginaire. Donc forcément, pour avoir la même quantité, qu'est-ce que je dois faire? Si je multiplie 1 moins x carré par j, 1 moins x carré, qui était initialement partie réelle, devient une partie imaginaire. Je vérifie après le signe, donc une parenthèse, deux parenthèses et un crochet. Est-ce que c'est équivalent? Est-ce que c'est équivalent? On vérifie. Moi, j sur q, je l'ai là. Et là, j'ai jj. J carré égale moins 1. Moins 1 fois moins 1 plus 1. Ok, il n'y a pas d'erreur de signe. Et là, cette fois-ci, cette opération, vous voyez, on va permuter rôle de partie imaginaire et partie réelle, m'assure ici une partie réelle strictement positive. Ça, c'est super important. Là, on est sûr et certain d'avoir un x sur q strictement positif. Première chose. Deuxième chose, en factorisant par moins j, regardez cette parenthèse, j'ai moins j fois tout ça. Ben, je retrouve l'argument d'un produit. Et l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. C'est-à-dire que là, je vais scinder ici le produit. Et je veux dire que l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. D'accord? Donc là, j'écris la suite, ça donne argument de moins j. Argument de moins j, très bien. Plus, attention, plus argument. L'argument ici de x sur q, donc partie réelle, qui est bien strictement positive. Donc là, je le rappelle une nouvelle fois. Aucune ambiguïté, vraiment aucune. Plus j, facteur de 1 moins x carré. Je ne dis pas de parenthèse, c'est bon. Voilà. Soit phi de x. Alors, phi de x égale à quoi? Alors, l'argument de moins j, Quentin ici présent, on y va. Argument de moins j. Argument de moins j, je vais chercher moins j. Moins pi sur 2 radians, très bien. Moins pi sur 2 radians pour l'argument de moins j. Très bien. Et là, je peux prendre arctangente. Je peux prendre arctangente, donc on y va. Plus, cette fois-ci, arctangente. C'est toujours arctangente de B sur A. Donc c'est arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc la partie imaginaire, attention, elle est là-bas. Donc 1 moins x carré. 1 moins x carré. Partie réelle, elle est ici. Elle est bien strictement possible. Donc là, je peux diviser par x sur q. Strictement positif, donc x divise, attention, là je suis dans le coin du tableau, là j'ai un x divisé par q. D'accord? Oui? Parce que, regarde là, j'ai mis implique, comme tu ne connais pas le signe de 1 moins x carré, tu ne peux pas prendre arctangente de partie imaginaire sur partie réelle. Arctangente de B sur A, c'est possible uniquement si A est strictement positif. D'accord? Ça, tu ne le sais pas en fait, tu ne sais pas placer x par rapport à 1, d'accord? Tu ne sais pas si oméga est supérieur à oméga 0 ou non. C'est une astuce. En dessous, c'est une petite astuce. Si on permute rôle de partie réelle et partie imaginaire, c'est-à-dire que initialement la partie imaginaire moins x sur q devient partie réelle à condition de mettre moins j en facteur. Et si je fais ça, j'ai un produit où là j'ai une partie réelle qui est strictement positive et là je peux prendre l'arctangente de B sur A. D'accord? Voilà. Alors, là on va simplifier un tout petit peu, parce qu'on va devoir tracer le graphe de ça, et passer aux limites, en 0 et en plus infini. D'accord? Donc on y va.
Donc, qu'est-ce qu'on peut simplifier? C'est l'arctangente, vous voyez, divisé par x sur q revient multiplié par q sur x. C'est juste ça. Ça sera plus commode pour rédiger les limites en 0 et en plus infini. D'accord? Donc, c'est-à-dire, voilà, phi de x, on a moins pi sur 2 plus arctangente. Alors, c'est juste dans l'arctangente. Moi, j'ai modifié l'arctangente. En fait, j'ai 1 moins x carré. Et ces deux termes sont divisés par x sur q, donc sont multipliés par q sur x. Donc le premier terme, on aura du q sur x. Oui. T'arrives pas bien à voir Là, ici. Comment? Ils disent qu'ils voient pas bien. Oui, ils entendent bien. Ils envoient un message sur Discord comme quoi ils voient. Le tableau, allô, allô? Allô, allô? Il faut que je rapproche le téléphone ou pas? On voit pas bien. Louis. Louis. Attends, pourquoi j'ai pas le retour? Là, ça. D'accord. Les autres, Victor, Pascal, ça va? Allô, Victor? Ouais, ça va pour toi le tableau ou pas? D'accord, ok. Bah moi aussi, ouais, c'est bon. Ah, d'accord. Parce que moi c'est un peu plus confortable d'avoir. Bon, après je peux changer, mais je vais tout finir là. Je vais tout finir à partie course. Donc, alors, arctangente, vous voyez, j'ai 1 divisé par x sur q, donc c'est multiplié par q sur x. Donc c'est arctangente de q sur x. Alors je mets une parenthèse ici, d'accord? Donc moins pi sur 2 plus arctangente de q sur x. Et là, je fais attention, moins x carré, d'accord? Fois q sur x, donc ça fait moins q fois x. Moins q fois x. D'accord? Voilà. Et ça, j'encadre. J'encadre phi de x. D'accord? Donc j'ai moins pi sur 2 plus arctangente de q sur x moins qx. Étude du comportement asymptotique. Donc étude du comportement asymptotique pour tracer l'allure de phi de x. Étude du comportement asymptotique. Voilà. Étude du comportement asymptotique. Alors attention, hein, ne faites pas tendre x vers moins l'infini. Hein. X c'est une pulsation réduite, donc soit ça tend vers 0, soit ça tend vers plus infini. Donc on y va en basse fréquence, à la limite quand x tend vers 0. Donc première étude, en basse fréquence, à la limite quand x tend vers 0. D'accord? D'accord? Donc à la limite quand x tend vers 0, on cherchait la limite quand x tend vers 0 de phi de x. Donc limite, quand x tend vers 0 de phi de x. Ça c'est la limite, je recopie, quand x tend vers 0 de moins pi sur 2 plus arctangente de q sur x moins q fois x. Je rappelle, Q qui est une constante ici positive, un facteur de qualité qui traduit l'écart entre un oscillateur électrique amorti et un oscillateur électrique harmonique, sans frottement. Il quantifie ici la présence des frottements. Bon, la limite en 0. La limite en 0 de tout ça. Alors, là, vous voyez, je vais faire tendre vers 0. Donc il y a un terme, vous voyez, il y a deux termes ici dans l'arctangente. Il y a deux termes dans l'arctangente, et quand x tend vers 0, il y en a un qui va tendre vers 0, et l'autre va tendre vers plus infini. Est-ce que tout le monde voit que dans l'argument de l'arctangente, dans ce qui est entre parenthèses, il y a un terme qui tend vers 0 et un terme qui tend vers plus infini. Ça, tout le monde le voit. Donna, tiens, je demande à Donna. Bonjour Donna, tu me reçois? Je vais tenter, je tente. Ouais, oh, c'est bien, moi je t'entends Donna, j'entends. Est-ce que tu vois Donna qu'il y a un terme qui tend vers 0? C'est mon test en fait, c'est les tableaux chez Donna. Si Donna capte, tout le monde capte. Non, c'est vrai. Je rigole. Alors si x tend vers 0, ouais, ce terme-là tend vers 0, ouais, et ouais, q sur x, très bien, tend vers plus infini puisque q est strictement positif. C'est-à-dire que là, je vais prendre l'arctangente de grand x quand grand x tend vers plus infini. Sylvain, donne-moi la limite de l'arctangente x quand x tend vers plus infini. Pi sur 2, très bien, très bien. J'ai pas le temps de répondre. Donc ça, vous voyez, ça, ici,
ça tend vers pi sur 2. Je répète, hein, Sylvain était très rapide pour donner la réponse. Et encore, je ne vais pas demander décimale de pi aux gens. Alors, vous voyez, faites tendre ici x vers 0. Donat nous propose que ce terme-là tend vers plus infini. Donc c'est l'arctangente de quelque chose qui tend vers plus infini, c'est plus pi sur 2. Ça va pour tout le monde. Moins pi sur 2 plus pi sur 2, 0. Voilà. Donc là, ça fait 0. Donc, UC de T et E de T sont en phase en basse fréquence. Très bien. Ils sont en phase en basse fréquence. D'accord? Donc sortie et entrée sont en phase en basse fréquence. Ok? Donc calcul de limite à savoir présenter ici quand x tend vers 0 en basse fréquence. La limite existe, elle est finie, elle vaut 0. D'accord? Bon. Et on fait pareil ici en plus l'infini. Donc on aura ici pareil la même problématique. Donc étude en haute fréquence. Donc en haute fréquence. Ici, cette fois-ci, donc à la limite des hautes fréquences, on prend la limite quand x tend vers plus infini. Donc limite quand x tend vers plus infini de phi du x. Et tiens, je vais demander à Amine, je ne l'ai pas vu, Amine, est-ce qu'il est à distance, Amine? Bonjour Amine. Alors, limite quand x tend vers plus infini. Alors, de moins pi sur 2, c'est ça en premier temps, c'est moins pi sur 2, plus arctangente, bon, c'est la même forme, hein, arctangente de q sur x moins xq. Bon, allez, je retourne dans un quart d'heure, Amine, c'est pas là, notable ça. Donc, limite en plus infini de phi du x. D'accord? Bon. Et E de t, en fait, c'est toujours UC de t, la tension de sortie UC de t, et E de t. E de t, c'est l'entrée, sont en phase en basse fréquence. D'accord? Puisque le déphasage entre sortie et entrée est égal à 0. Donc là, tu vois, Donat, bah, quand je suis en ligne encore une fois, j'en profite. Quand x tend vers plus infini, comme tout à l'heure, il y a un terme qui va tendre vers 0, ce terme-là. D'accord? Par contre, là, il y a un moins xq, ça tend vers moins l'infini. Et là, je vais demander à Sylvain, laisse le temps, l'arctangente ici, d'une grandeur qui tend vers moins l'infini. Ça va te donner moins pi sur 2. Super. Donc là, je vais noter le fait que ce terme-là, quand x tend vers plus l'infini, l'arctangente de moins xq, ça tend vers moins pi sur 2. Donc là, je note moins pi sur 2. Et là, ça tombe bien. Là, ça va plus s'annuler. Moins pi sur 2, moins pi sur 2. Moins pi radian. Donc là, je vais le noter ici. Donc soit, je vais réécrire en toutes lettres, soit la limite, quand x tend vers plus l'infini de phi x, elle existe, elle est finie, et vaut moins pi radian. Conclusion, cette fois-ci, sortie et entrée seront en opposition de phase. Donc là j'écris une phrase, donc UC de t et E de t, donc je mets UC de t, ouais, après des fois je suis sur les bords de tableau. Donc UC de t et E de t sont en opposition de phase en haute fréquence. Sont en opposition de phase en haute fréquence quand x tend vers plus infini. Voilà. X ou oméga, je vous rappelle, oméga 0 étant constant, dire que x tend vers plus infini signifie que oméga tend vers plus infini également. D'accord? Bon. Voilà, par contre il nous manque une valeur qui est intéressante, c'est aller rechercher la valeur ici pratique lorsque x égale à 1. Parce que tout le monde voit qu'il y a une valeur particulière de phi de x. En x égale à 1, si vous prenez x égale à 1, vous allez avoir q sur 1 moins q fois 1. Q moins q, 0. Arctangente de 0. Théo Balzac. Arctangente de 0. Très bien, ça fait 0, voilà. Donc arctangente de 0, ça fait 0. Il va vous rester ici moins pi sur 2 radian. D'accord? Donc dernière chose. Valeur particulière pour x égale à 1. Là on calcule phi, alors je mets entre parenthèses, en x égale à 1, ça me donne moins pi sur 2 plus arctangente de 0. Ça
c'est moins pi sur 2. Conclusion, lorsque la pulse, alors x égale à 1, ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que la pulsation de forçage du GBF oméga est égale à la pulsation propre oméga 0. C'est-à-dire que lorsque la pulsation du GBF est égale à oméga 0 qui vaut 1 sur racine de LC, la sortie et l'entrée sont en quadrature de phase. La sortie est en quadrature de phase retard par rapport à l'entrée. Donc je vais le noter ici, d'accord? Lorsque, ici, donc je mets le commentaire ici à droite, pour les phasages de moins pi sur 2 radians. Donc attention, lorsque oméga égale oméga 0 égale 1 sur racine de LC, donc oméga pulsation de forçage du GBF, on est en régime sinusoïdal forcé. Oméga 0, c'est pulsation propre du système, qui intervient dans la mise en équation, c'est la première question du sujet, établir le DL d'ordre 2, la mettre sous forme canonique, on va en faire encore 2 exos cet après-midi, oméga 0 carré égale 1 sur LC, oméga 0 sur Q égale R sur L, toujours la même chose, pour un circuit LC série, d'accord? Lorsqu'on a ça, ici, UC de T et E de T sont en quadrature de phase. Donc UC de T, je note en droite, et E de T sont en quadrature de phase. Voilà, quadrature de phase. Il y a une quadrature de phase ici entre sortie et entrée. Alors ça, graphiquement, repérer un déphasage de moins pi sur 2 radians, bah, ça permet de déterminer oméga 0, en fait, déterminer la pulsation propre de l'oscillateur correspondant à un déphasage de moins pi sur 2 radians. D'accord? On trace en fonction phi de x, on fait un bilan de tout ce qu'on a fait depuis lundi. D'accord? C'est-à-dire qu'on donne la solution, ici, particulière, d'accord, caractérisant le RSF. D'accord? Donc on trace sa fonction. Alors, ici, c'est une fonction en valeur négative. Fonction en valeur négative. On a vu ici en basse fréquence, la limite, elle vaut moins pi sur 2. En haute fréquence, moins pi. Et en x égale à 1, non, oui, en x égale, pardon, ça fait moins pi sur 2 et ça fait 0, pardon, en basse fréquence. Donc on y va. Tracé de phi de x. Tracé de l'allure, hein, c'est de l'allure de phi de x. Parce que ça, pareil, tracer cette fonction sous Python, il vous manquera une donnée, un paramètre. Il faudra donner la valeur du facteur de qualité Q1. Forcément, sinon, il ne va pas reconnaître la variable Q, il faudra lui donner une valeur. D'accord? Moi, je vais tracer phi de x pour une valeur de Q égale à 5, un facteur de qualité relativement élevé. Donc on y va. Fonction, je dis à valeur négative. Fonction à valeur négative, ici, phi de x. Phi de x, fonction à valeur négative. Je rappelle que x égale oméga sur oméga 0. Je mets entre parenthèses le fait que c'est une pulsation réduite. Surtout ne tracez pas les voies courantes. Des fois, ne tracez pas en fonction du temps, surtout pas, c'est en fonction de oméga ou de f. Oméga égale 2pi f, hein, d'accord? Je place le 0, je place ici, donc phi de x égale 0. Je vais placer le moins pi sur 2 et je vais placer le moins pi radian. Donc on a une asymptote horizontale en plus infini de moins pi radian. Je vais placer x égale à 1. Alors si x égale à 1, c'est-à-dire que oméga égale oméga 0. La pulsation imposée par le GBF est égale à la pulsation propre de l'oscillateur. Et donc ça passe par le point de coordonnée 1 moins pi sur 2. Donc ça passe par ce point-là. D'accord? Donc on passe par ce point-là, ici, je le représente, voilà. C'est leur particulière. Ici, en basse fréquence, phi de x tend vers 0. Voilà. En haute fréquence, phi de x tend vers moins pi radian. Voilà. Voilà. Et c'est parti. On essaye, voilà. On fait passer comme ceci. Voilà. Donc ça c'est l'allure de phi de x, hein, fonction en valeur négative, qui tend vers 0 en basse fréquence, qui tend vers moins pi radian en haute fréquence, qui passe par le point de coordonnée 1 moins pi sur 2, d'accord? Et attention, ça, ce tracé-là, si vous le faites sous Python, il faut donner une valeur au facteur de qualité Q. Hein. Je prends ici une valeur de Q égale à 5, d'accord? Je prends une valeur du facteur de qualité Q égale à 5. Donc on voit bien qu'on a une fonction à valeur négative, fonction à valeur ici négative, voilà. Et ce, quelle que soit la fréquence du GBF imposée, qui est au numérateur de x, hein, quelle que soit la fréquence imposée par le GBF, la tension bande du condensateur sera toujours en retard par rapport à l'entrée. Donc ici, la UC de T sera toujours
en retard par rapport à l'entrée. Toujours en retard par rapport à l'entrée. Je vous rappelle, l'entrée, c'est du E cos oméga t. Voilà, à l'entrée, E de t égale E cos oméga t. On est en RSF, régime sinusoïdal forcé. Voilà. Là, on a enfin la forme explicite de la solution particulière, il suffit juste de la recopier. Donc on fait le bilan, petit 4, bilan, on va réécrire cette solution particulière compte tenu du module de l'argument, de l'amplitude complexe et de l'argument de cette même amplitude complexe. Donc on y va, bilan, petit 4, bilan de cette étude, bilan. Alors bilan de cette étude, c'est bilan de l'étude de la réponse en tension aux bornes du condensateur. Ça, il faut être bien au clair sur ce que l'on fait. D'accord? Donc on peut alors réécrire. Voilà. On peut alors réécrire la solution particulière qui caractérise le RSF. Voilà. On peut réécrire la solution particulière qui caractérise le régime sinusoïdal forcé. Et je vous rappelle qu'au cours des temps supérieurs à 3 tours, UC de t est environ égal à la solution particulière UCP de t qui est de la forme UM d'oméga, cos oméga t plus 8. C'est-à-dire que rappelez-vous, on avait écrit UC de t, d'accord? Après un régime transitoire de courte durée de forme assez complexe, UC de t, d'accord, on l'avait écrit sous la forme d'amplitude réelle, UM d'oméga, cos oméga t plus 8. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais expliciter ça, c'est ce qu'on a fait lundi, amplitude réelle. Et ça, c'est ce qu'on a fait ce matin. Et là, on aura la forme explicite de la solution particulière qui caractérise le régime sinusoïdal forcé. C'est-à-dire que là, je vais prendre l'amplitude réelle, c'est ici le module de l'amplitude complexe. Et phi d'oméga, c'est l'argument de l'amplitude complexe. Une fois que j'ai ça, je peux expliciter la solution particulière. On y va, c'est parti. Donc là, je vais écrire un peu plus grand, parce que ça, c'est une forme un peu plus longue. Donc on y va. UC de t égale le module, rappelez-vous, module de E sur 1 moins x carré plus j sur Q. On prend le module de ça. On l'a fait ensemble lundi, on fait de tête, c'est E sur racine. Oui, on prend le module dans le complexe. Donc on fait racine de A carré plus B carré. Et A carré, c'est le carré de la partie réelle, et B carré, le carré de la partie imaginaire. Et rappelez-vous, donc c'est 1 moins x carré, le tout au carré, plus x2 sur Q2. Ça, c'est UM d'oméga. Vous m'arrêtez à distance, c'est un problème. Ça, UM d'oméga, c'est le module de l'amplitude complexe. Après, je fais quoi? J'ajoute le cos. Cos. On rajoute le oméga. Rappelez-vous, le signal de sortie vibre à la même fréquence, à la même pulsation que celle du GBF oméga. On retrouve la même puissance de forçage ici, ça ne change pas. Ce qui a changé, c'est le déphasage, le phi d'oméga. Du phi d'oméga, je vais effacer. Moi, je l'ai encore en tête. C'est moins pi sur 2, plus arctangente. Arctangente, rappelez-vous, ici, du rapport Q sur X moins X sur Q. Q sur X moins X sur Q. Je ferme la parenthèse, je ferme le crochet et j'encadre. Voilà la solution particulière qui caractérise le régime sinusoïdal forcé. Lorsqu'on étudie, attention, c'est UC de T, tension bande du condensateur. Alors vous voyez, on a quand même mis 2 bonnes heures pour le faire, 1h30 lundi, une demi-heure là, 2 bonnes heures pour faire ça. Demain, on met 1h30. On mettra 1h30 pour faire la même chose, mais au bord de la résistance. C'est-à-dire que j'irai un peu plus vite, mais les étapes seront les mêmes, sauf que cette fois-ci, on prend attention au bord de la résistance. Et je vous rappelle, la résistance, c'est un capteur de courant. Donc, prendre la tension bande de R revient à avoir une image électrique du courant. Donc, on va étudier ici l'amplitude complexe, non pas en tension, mais amplitude complexe en courant. Et tout ce qu'on a fait là, d'accord, ça va. Demain, on fera pareil. On va prendre le module de l'amplitude complexe en courant et on va prendre l'argument de l'amplitude complexe en courant. Et on aura une solution non pas en UC de T, mais en I de T. D'accord? Ça sera le phénomène de résonance en intensité ou en tension de bande de résistance. Donc demain, pareil, pour bien ancrer les méthodes,
On fait tout ça, on aura terminé le chapitre. D'accord? Terminé le chapitre sur la résonance, d'accord? Demain. Mais on fait ça, on va dire en 1h, 1h40 maxi, pour pouvoir refaire un exercice derrière. D'accord? Voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, dans les 10 minutes qui nous restent, 10 petites minutes, c'est de terminer l'exercice numéro 1 sur les associations d'impédance tranquillement. Il restait deux montages à étudier. C'est bien ça. Est-ce qu'on avait fait le 3? Bah, de toute façon, il reste 3, 4, 5. Il reste 2, pire 3 montages à étudier. L'exercice numéro 1 du TD10. Donc pour ceux qui sont à distance, il reste 10 petites minutes. On bascule en TD. D'accord? TD numéro 10, exo 1. Ça, je vous laisse encore au tableau. D'accord? J'efface ici. Voilà. Directement. La semaine prochaine, nouveau chapitre. Hein. Dernier chapitre dès la semaine prochaine. D'accord? La semaine prochaine, dernier chapitre. Voilà. Sur les filtres. Donc on reprend exo 1 et 10. Je note. Exo 1 et 10. L'esprit était d'associer des impédances complexes. Association d'impédances complexes. Allez. Bon là comme d'habitude, hein, comme en TD, j'aime bien faire ça en TD. C'est-à-dire que je vais lancer ceux qui sont présents et je vais ici travailler avec ceux qui sont à distance. D'accord? Donc j'aime bien faire ça, ça me permet également de donner des réponses à ceux qui sont présents et d'avoir ici vos impressions sur les exercices. Par contre, je vérifie ce qu'on avait fait. Je vais m'en agir. On avait fait montage numéro 3 aussi? Oh super, bien. Bien. Ok. Voilà, on fait le montage numéro. Alors, on fait le numéro 4, c'est ça? On fait 3, c'est 4, on y va. Montage numéro 4, je le refais au tableau. Donc montage numéro 4. Donc on a un condensateur C1, série avec une bobine parallèle avec un condensateur C2. C'est ça, montage numéro 4. Ouais. Maxence, que tu as entouré? Ouais. Donc on y va. Donc je refais le montage au tableau. Un condensateur de capacité C1, une bobine d'inductance L, ici, L, et un condensateur de capacité C2 ici. Voilà. Comme ceci. Ok. On a un courant I, une tension U, et vous basculez, je vous rappelle, en régime sinusoïdal forcé. C'est-à-dire qu'ici, il faut une impédance complexe. Hein. Ce que vous allez d'abord faire, je l'ai vu sur la fiche de TD, hein, Maxence, qu'est-ce que tu nous proposes, Maxence? C'est d'associer. Pour le 4. Ouais. On associe déjà L et C2. Ouais. On va associer L et C2 en parallèle. Ok, on y va. Par contre, je passe en RSL, donc je mets ici des impédances complexes. Donc j'aurai Z bar C1. D'accord, j'aurai Z bar C1 ici. Et là, je vais mettre en parallèle L et C2. D'accord, donc j'aurai Z bar. Alors, pareil, quelque chose de logique. Z bar C2, Z bar L, C2. D'accord, je mets L et C2 en indice de Z bar. Voilà. Tac, tac, tac. Ici. Donc si je fais ça, j'ai des courants complexes. Je vais mettre ici I bar. Là, je vais mettre U bar. Voilà. Et ici, pareil, il faut se réduire à une seule impédance complexe. Donc voilà, se réduire au montage où on a Z bar équivalent. Voilà. C'est-à-dire que voilà, il faut déterminer Z bar équivalent permettant ici d'obtenir le même courant I bar lorsque je la soumets à la tension U bar. Ça j'efface, je pense que tout le monde a recopié. Voilà. Donc voici pour la méthode. Donc là, bien les énoncés, on ne demande pas d'obtenir une tension, on veut une seule impédance complexe équivalente. D'accord? Ok. Allez. On va. Tiens, je demande à Théo Veillard, bonjour. Association parallèle, d'abord. Alors Théo ne répond pas. Une fois, 2 fois, 3 fois. Pareil, c'est un premier micro, vous le mettez sur le son textuel. D'accord? Bon, Théo. Alors, je vais demander, tiens, c'est qu'on passe. Enzo. Bonjour Enzo. Alors, 2. Alors, Enzo, je t'écoute. Pour l'association parallèle de L et C2, qu'est-ce que tu me proposes?
Alors on va d'abord nommer en fait, hein, c'est 1 sur Z bar, tu vois, l'impédance complexe équivalente. Alors vous notez comme vous voulez, moi j'ai mis Z bar et j'ai mis en 10 LC2, c'est-à-dire que j'associe en parallèle L et C2, d'accord? Après vous pouvez noter Z bar 2, Z bar 3, tout ce que vous voulez. Et moi j'ai mis en indice L et C2 pour dire que je mets en parallèle L et C2. Je t'écoute Enzo. Donc 1 sur Z bar L, plus, ouais super, et 1 sur Z bar L. L, ok, et 1 sur Z bar C2, J oméga C2, ok, bien, on met au même dénominateur, on met au même dénominateur, donc J oméga L, facteur de 1, ouais, très bien, moins oméga carré, L, C2, attention, il y a C1, C2, voilà, alors attention, ça c'est 1 sur Z bar. On va pas s'arrêter là. En fait, ça c'est l'admittance, hein, on est d'accord Enzo. Ça c'est l'admittance complexe équivalente de L et C2 en parallèle. On n'oublie pas ensuite d'inverser. Ça c'est 1 sur. Donc là on va inverser et on aura Z bar C2. Donc Z bar C2, EC2. Z bar LC2. Oui mais moi je m'y perds dans mes indices là. Donc c'est J oméga L divisé par 1 moins oméga carré LC2. Ok. Merci Enzo. Il faut qu'il l'envoie, il faut qu'il le mette. Sinon, si j'ai pas de réponse, je compte absent, je l'ai déjà dit. Hein. Non, vous m'envoyez un message avant, si vous pouvez pas être là, vous l'envoyez avant toujours. Parce que moi, pareil, je vous interroge, si je suis pas à l'appel, en TD, je vais venir vous interroger assez souvent. Oui, pour moi, c'est une façon de faire l'appel. Ouais, mais il faut, très bien, merci, il faut le dire, il faut le dire, sinon, moi, ça sera notre absent. Donc, mais surtout, prévenez-moi, vous pouvez pas être là, je comprends, mais sinon, si j'ai pas de retour, d'accord, voilà. Bien. Ok, première étape, on associe en parallèle. Deuxième étape, je vais passer. Une fois qu'on a fait ça, on associe en série Z bar C1 et Z bar LC2. On y va. Donc deuxième étape, on associe en série les deux. Donc association en série de Z bar C1 et Z bar LC2. D'accord, voilà. Allez, je vais demander à Alice. Bonjour Alice, est-ce que tu me reçois? Bonjour. Alors, tu vois, on est là, sur ce schéma-là, on a Z bar LC2, et on met en série avec Z bar C1. Qu'est-ce que tu me proposes pour... En fait, c'est Z bar équivalent, hein, c'est Z bar équivalent que l'on cherche. Je t'écoute. Ouais, très bien. Ils sont en série, donc deux impédances complexes en série. Leurs impédances vont s'additionner. Voilà. Super, Z bar C1 plus Z bar L C2. Ouais. Alors ça donne quoi ça? Je t'écoute. On continue. Ouais. 1 sur J oméga C1. Donc j'ai marqué mon J. 1 sur J oméga C1 plus tout ce qui est là-bas. Ouais. J oméga L facteur de 1 moins oméga 2 L. Alors il faut juste faire attention, il y a des C1 et C2 qui se baladent. C1 et C2, d'accord, ce sont deux capacités différentes. Ok? Bon, ça je peux le passer, c'est bon. Je continue. Ici, soit Z bar équivalent. Qu'est-ce que tu feras arriver ici, Alice? Ouais, on peut tout mettre au même dénominateur, on y va. Alors ici, propose-moi le seul dénominateur commun, quel est-il? Alors, dénominateur commun, là t'as ça et là t'as ça. Donc le plus simple c'est, on fait le produit. Ouais, J oméga C1, très bien. Facteur de 1 moins oméga 2, L C2. Et si je fais ça, donc lui je multiplie par 1 moins oméga 2, L C2, tac, tac. Et le second, faites attention, donc lui je multiplie J oméga L, je multiplie par J oméga C1. Donc J carré moins 1, moins oméga 2, L, C1. Ouais, bon, c'est bien ça. Ouais. Après, vous pouvez, ici, éventuellement factoriser par 1 moins oméga 2, L, facteur de C1 plus C2, je mets le moins devant, oméga 2, L, C1 plus C2, ouais. Facteur de J, ici oméga C1, et le dénominateur, on peut laisser comme ça. 1 moins oméga L, C2. Ça, c'est Z bar équivalent. D'accord?
Montage 4, en colle. La semaine prochaine. En colle, caisson de cours. En caisson de cours, colle, caisson de cours. Je vais voir si j'ai de la place. Ah, si j'ai de la place. Si je peux le mettre, parce que les caissons de cours vont être assez chargés. Donc éventuellement, c'est pas sûr, vous verrez. Hein. C'est pas sûr, mais éventuellement le montage numéro 4 en caisson de cours, en application. D'accord. Là, 2 étapes, il faut associer R et C séries. D'accord, je donne les étapes. Donc associer ici R et C, R et C, donc en RSF. Hein. Z bar C. Oui. C'est montage 5. Ah d'accord, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. En série. Voilà. D'abord. Alors, ce sont les 2 premières. Et après, deuxième étape, ce sont les mêmes valeurs de R et de C, vous les associez en parallèle. D'accord. Associer ensuite. Voilà. Donc Z bar R et Z bar C en parallèle. En parallèle. Deuxième étape. Troisième étape. Ici, montrer que. Donc je vous donne le résultat final. Je vous donne le résultat final, je vais laisser chercher pour réviser vos cols. Montrer que Z bar équivalent. Alors je trouve 1 au numérateur, 1 plus 3J oméga RC moins oméga 2 R2 C2 divisé par J oméga C, facteur de 1 plus J WRC. WRC. Oméga RC. Oméga RC. Voilà. Donc ça montrait que, je vous laisse le retrouver, ça peut être en complément d'une question de cours sur l'argument d'une amplitude complexe. Ça peut être, d'accord, associer des impédances complexes, je peux vous demander en question de cours. D'accord? Oui? Non, si vous avez... Alors ça sera application du cours. C'est-à-dire que moi, ça s'associe bien avec déterminer l'argument d'une amplitude complexe. Ce qu'on vient de faire juste là, argument de U bar, ça pourrait très bien s'associer avec ça. Ça tiendra une demi-heure. D'accord? Il ne faudra pas utiliser les impédances complexes. D'accord? Voilà, donc je vous donne rendez-vous en TD. Alors, en pareil, ça fait en TD. J'essaierai de faire intervenir ceux qui sont à distance pour corriger les échos du TD9, exo 5 et 6. Sur ce, bon appétit et on se revoit cet après-midi.